Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Découverte. Pour le compte d'aujourd'hui, nous recevons pour vous un psychologue qui a pour nom M. Tchérou Espoir Riba Deschamps. Alors avec lui, on va aborder un thème très important. Il s'agit d'un thème qui va vous faire du bien et qui va nous faire tous du bien. Ah oui, le suicide. Bonjour, cher ami Espoir Riba Deschamps. Bonjour, monsieur le journaliste. Marius Becho. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est la deuxième fois que nous vous recevons sur cette émission. Exactement la deuxième fois. Ça fait plaisir de vous recevoir. Très. Alors, vous êtes spécialiste en... Je suis spécialiste en psychologie clinique et psychopathologie. Psychopathologie. On peut nous expliquer, ça veut dire quoi? Être spécialiste en psychologie clinique et en psychopathologie, c'est quelqu'un qui a fait la psychologie pendant 5 ans. Ah d'accord, pendant 5 ans. Oui, voilà. Moins de 5 ans, il n'est pas spécialiste. C'est-à-dire vous faites un master en psychologie. Ok, d'accord. La toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est que qu'est-ce que c'est que le suicide? Alors merci beaucoup, monsieur le journaliste Marius Becho. Aujourd'hui au Bénin, le suicide devient un phénomène très récurrent, courant. Et vous allez constater que du nord au sud, et de l'ouest à l'est, beaucoup se suicident. Ça, on remarque ça partout, autour de nous, dans nos maisons, on apprend ça sur les réseaux sociaux, un peu partout, qu'il y a beaucoup de personnes qui se suicident. Exactement. D'où l'importance de votre question de savoir qu'est-ce que c'est que le suicide. Alors, le suicide, c'est tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même, qu'elle savait très bien devoir produire ce résultat. Autrement dit, le suicide, c'est un acte posé par une personne qui veut mettre fin à sa vie et que cette personne sait très bien que en posant ce acte, le résultat serait la mort. Je donne un exemple. Un jeune qui a eu un gourmet-promas. Un gourmet-promas dans notre langage pour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui a été abandonné par son chéri ou sa une déception amoureuse intense. Voilà le jeune qui a vécu cette déception amoureuse intense, prend juste un poison et meurt. C'est ça un suicide. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention des gens sur un concept que beaucoup confondent. La tentative de suicide. Alors, la tentative de suicide, c'est ce acte posé par une personne pour mettre fin à sa vie, mais la mort ne s'est pas produite. L'acte peut être interrompu par une autre personne, ou la personne elle-même. Je donne un exemple. Un jeune qui a perdu son emploi et qui décide de se suicider. Il monte sur une maison à étage. Un passant le voit, engage une discussion avec lui et arrive à le convaincre à ne plus se suicider. Là, la mort ne s'est pas produite. On parle de tentative de suicide. Il faut aussi comprendre quelque chose. Donc, quand la mort ne s'est pas produite, là, on parle de tentative de suicide. Ce n'est pas encore le suicide. Voilà. Mais c'est quand la mort est produite. C'est là on parle maintenant de suicide. D'accord. Et il faut comprendre aussi quelque chose au niveau du suicide. Ces gens se suicident parce qu'elles sont fatiguées de la situation pénible qu'elles vivent. Parce qu'elles sont fatiguées de la souffrance psychologique, psychique, émotionnelle qu'elles vivent et que personne ne comprend. Alors, pour ces gens de personnes, la solution pour avoir la paix du cœur, c'est de se donner la mort. Exactement. Quitter sur cette terre, pour avoir la paix du cœur. Parce que le gourmet est trop, la situation est pénible, on n'arrive pas à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter ce monde
Pour vivre en paix. Pour vivre en paix. Alors, Espoir, parlons, je crois que là, ça débouche rapidement sur les causes. Qu'est-ce qui cause réellement ce suicide? C'est vrai que vous avez commencé par aborder quelques-unes des causes, mais nous voulons savoir, est-ce qu'il y a des causes, il y a des choses, réellement, vous, des psychologues, qui déclenchent cela, qui amènent des personnes, à part le gourmet, à part toutes des situations qui arrivent. Est-ce qu'on peut citer d'autres causes qui sont à la base de cela? Si. Vous savez, il y a une flopée de causes de suicide. Et les causes les plus courantes sont la perte d'un parent ou d'un être très cher. Vous imaginez quelqu'un qui perd son papa ou sa maman. Il n'est plus en lui-même. Il peut se dire, bon, je vais me suicider. Après ça, il y a les échecs scolaires. Et je crois que... Et ça, là, on voit ça même sur les réseaux sociaux. On a vu plein de personnes qui ont échoué à cause de différents examens et qui se sont donné la mort. Et effectivement, il y a ces cas-là. Et je peux dire que c'est selon moi, est-ce que c'est pas... la cause ne vient pas un peu des parents qui ne fait qu'accuser les enfants. Vous voyez, ils disent à leurs enfants, vous avez vu telle personne qui a réussi, vous êtes de la même génération, elle a réussi, elle a déposé son diplôme, et toi tu es là, tu n'as rien fait. Et il y a de ces propos qui peuvent amener ce jeune fille, ce jeune homme à se suicider. Effectivement, vous avez raison. Et il y a aussi, voilà, et les parents, c'est-à-dire les propos, et lancés aux gens qui peuvent aussi amener les gens à se suicider. Après les échecs scolaires, on peut aussi parler des échecs sur le plan professionnel. D'accord. Après ça, le chômage. Bon, expliquez les échecs sur le plan professionnel dans quel sens? Voilà, vous êtes professionnel. Et vous savez, quand vous êtes professionnel, vous avez sûrement un but à atteindre. Et dans l'entreprise ou bien dans l'organisation, c'est vous qui ne faites pas bien votre travail. C'est à vous qu'on reproche toutes sortes de choses. Et on vous humilie et on vous dit des choses pas possibles. Et là, vous n'arrivez plus à supporter. Vous n'arrivez plus à supporter. Vous dites que bon, c'est comme si vous êtes incompétent. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut se donner la mort. La mort. Voilà. Donc, et après ça, il y a aussi les troubles mentaux et les maladies psychiques qui peuvent aussi pousser un individu à se suicider, tels que la dépression, la schizophrénie, les troubles bipolaires. Il y a aussi les antécédents, les tentatives de suicide, c'est-à-dire quelqu'un qui a voulu se donner la mort. Autrefois, il peut aussi programmer et dire, bon, puisque j'ai été interrompu aujourd'hui, et là, je programme ça sur 2 semaines, 3 semaines. Voilà. Et après ça aussi, il y a aussi les violences et les abus sexuels qui peuvent aussi pousser quelqu'un à se suicider. Est-ce que selon vous, en tant que psychologue, le phénomène de vie de Mégon peut créer cela aussi? Très rapidement. Les vies de Mégon, c'est comment on les traite. Des enfants placés. Oui, on sait comment les traiter. On sait très bien que les enfants ont une psychologie fragile. Et je le dis souvent, la parole a une puissance. C'est pour cela, quand il faut dire quelque chose, quand il faut parler à quelqu'un, il faut réfléchir. Il faut savoir comment parler aux gens. Il faut trouver les mots qu'il faut avant de s'adresser à quelqu'un. Comme on le dit, avant de parler, il faut bien analyser ce que vous voulez sortir de votre bouche pour ne pas blesser l'autre. Voilà. Sinon, ça peut créer vraiment une désorganisation psychologique chez la personne. Et la personne va vouloir se donner. On voit aussi le phénomène des divorces. Les divorces, vous allez voir, le monsieur, sa femme l'a abandonné, et puis bon, voilà, il dit, quand sa femme est partie, il se retrouve dans les kiosques, en train de prendre des boissons alcoolisées. Voilà. Et en psychologie, on dit la conduite addictive des substances psychoactives telles que la drogue, la cocaïne, voilà, les boissons alcoolisées, tout ça aussi peuvent peuvent pousser quelqu'un à aller se suicider. Et après, cet homme décide d'aller se suicider. Parce qu'il n'arrive plus à supporter le départ de sa femme, et puis les injures, les moqueries de la rue. Et vous savez ce qui les tue encore?
quand ils se séparent comme ça, il y a aussi la stigmatisation de la société. Voilà, on peut se dire que lui, toujours, c'est les femmes qui l'abandonnent. Voilà. Voilà, les injures, les critiques, voilà aussi peuvent occasionner des soucis. Pareil pour les femmes, on voit pour les femmes, beaucoup d'hommes qui abandonnent les femmes, qui partent, qui quittent la maison et qui ne reviennent plus. Voilà. Et après, les femmes là apprennent que le monsieur s'est marié à quelqu'un d'autre et ça crée aussi ça. Ça crée aussi ça, n'est-ce pas? On voit des femmes qui n'arrivent plus à supporter le divorce, celui qui décide de se donner la mort. Tout ça, c'est les causes. Quels sont les signes, lorsqu'on est en train de parler, monsieur le psychologue, quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est sur le point d'aller se suicider? Les signes. Merci. Comment on peut savoir, comment on peut identifier, comment on peut savoir que ce comportement de telle personne, si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas, si on ne se lève pas maintenant, d'ici demain ou après-demain, le frère ou la soeur, la dame, là, le monsieur là, va se donner la mort. Merci pour cette question, c'est une question très pertinente. Alors, pour savoir si quelqu'un peut être suicidaire, vous allez constater que la personne va commencer par parler de la mort. Même si possible, il peut commencer par faire un discours sur son propre décès. Après ça, vous allez constater que la personne va commencer par rechercher les moyens et outils pour se suicider. Et après ça, vous allez constater que la personne va commencer par se menacer elle-même. Il peut venir chez vous, Marius Berthiaud, et commencer par vous dire que voilà, si vous ne me donnez pas un portable, je vais me tuer. Il va le dire directement. Il va le dire directement. Il le dit directement. Et que si vous ne me donnez pas ce que je veux, je vais me tuer. Et puis après ça aussi, vous allez commencer par voir qu'il y a des personnes qui commencent par vous dire ou bien faire des adieux. Il peut venir vous voir dire, bon, monsieur leader Marius, voilà, et si on ne se voit plus demain, sachez que, bon, que c'est la vie, il vous fait ses adieux comme ça. Et là, c'est un signe. C'est un signe. C'est dans ce cas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je sais qu'on va trouver une solution, on va aborder des solutions, mais là, ça m'intéresse. Je veux savoir, quelqu'un qui vient vers vous, monsieur Espoir, et qui vous dit, bon, parce que souvent, on le dit, on le dit entre nous. Moi, je me rappelle, j'étais dans une association où on se taquinait, on dit, mais écoute, personne ne sait de quoi demain sera fait. Si tu ne me vois pas demain, il faut à cause de ça. On blague. On peut ne pas, à ce moment-là, est-ce que ça ne veut pas forcément dire que je vais me donner la mort? Ça ne veut pas forcément dire que vous ne voulez pas vous donner la mort. Ou bien c'est par rapport au sérieux que je mets sur ce que je dis. C'est par rapport au sérieux que vous mettez dans ce que vous dites. Et ça dépend aussi du lien qu'il y a entre les deux personnes. D'accord. Vous voyez, c'était de la blague, on avait un petit peu de blaguer ainsi. Et souvent, vous allez constater que ceux qui veulent aller au suicide, pour le faire, ils s'approchent souvent de ceux qui, par exemple, quelqu'un qui est très cher pour lui. D'accord. Il commence pas à s'approcher. Il commence pas à lui donner des signes. D'accord. Et cette dernière ne comprend pas. Voilà. Donc, après les adieux, et vous allez voir aussi que la personne va commencer par remettre ses effets, donner ses effets aux gens. Vous serez là, par exemple, il va vous amener ses habits, vous dites que bon, je vous remets vos habits, portez mes habits. Vous allez voir qu'il va commencer par se détacher de tout ce qu'il a comme bien, ce qu'il a eu le temps, ce qu'il a pris le temps, construit dans sa vie. Il va commencer à se détacher de ces choses. Exactement. Et comme ça, c'est des signes pour vous dire que voilà, monsieur, je vais me suicider. Waouh. Parce que la personne n'a pas l'habitude de vous dire ça. Mais du jour au lendemain, son langage a changé. Et vous constatez que bon, elle met du sérieux dans ce qu'elle dit. C'est sérieux. Alors, monsieur Espoir, qui sont ceux qui peuvent se suicider? Quand on parle de suicide, est-ce que c'est forcément les jeunes seuls qui se suicident? Qui sont ceux-là qui peuvent se suicider? Marius Berthiaud, chers téléspectateurs, tout le monde peut se suicider. Tout le monde. Mais les enfants ne peuvent pas se suicider. Tout le monde peut se suicider. Quand je parle d'enfants, je parle d'un enfant de 0
de 0 à 6 mois, par exemple. Tout le monde peut se suicider. Même un enfant de 0 à 6 mois. Vous êtes Adja, vous pouvez vous suicider. Oui. Vous êtes Fond, vous pouvez vous suicider. D'accord. Vous êtes Nago, vous pouvez vous suicider. Vous êtes blanc aussi? Vous pouvez vous suicider. Cependant, Monsieur Marius Pecho, et il y a un groupe de certaines personnes qui sont vraiment aptes, ou bien chez qui le suicide se passe fréquemment, tels que les personnes ayant les troubles mentaux. Okay, si je prends quelqu'un qui est dépressif, c'est facile d'aller au suicide. Voilà. Il y a aussi des personnes qui s'adonnent aux substances psychoactives, c'est-à-dire les drogues, la cocaïne, tout ça. Ils peuvent se suicider facilement. C'est pour ça qu'il faut qu'on sensibilise les parents quand les enfants reviennent de l'école, de bien vouloir quand même les surveiller sur les enfants, leur poser des questions, voir ceux avec qui ils collaborent, parce que vous savez, il y a de ces amitiés-là qui se lient dans les écoles, dans nos établissements où ces enfants-là, quand ils sortent, quand ils n'ont pas de cours, quand ils sortent, c'est pour aller consommer des cocaïnes, des trucs. Vous ne pouvez pas savoir, c'est des trucs qui se passent. Donc, eux aussi, il faut sensibiliser les téléspectateurs en disant, mais quand vous remarquez que vos enfants ont des comportements bizarres, qui n'avaient pas l'habitude de développer, il faut quand même leur poser des questions et même aller au-delà de ça, demander de pas fouiller les sacs et voir ce que ces enfants-là contiennent. Parce que c'est des enfants encore. Tant que vous êtes encore élève et vous demeurez chez vos parents, vous êtes toujours des enfants et vos parents ont droit sur vous de ce droit leur permet quand même d'aller fouiller dans votre sac, tout de vous pour voir ce qui se passe. Et vous, quand vous remarquez des choses, des comportements bizarres, déplacez-vous même, allez vers les promoteurs de l'établissement, c'est-à-dire les directeurs d'école, les enseignants, pour leur parler quand même, essayer de savoir comment ça se passe en classe. C'est important. Et quand les amis de vos enfants viennent les rendre visite à la maison, essayez quand même de causer avec ces amis-là pour voir ce qu'ils font, au-delà de ce qu'ils vous montrent. C'est vraiment important. Parce que quand vous avez parlé de l'alcool, de la drogue, de la cocaïne, on peut ne pas savoir que nos enfants même, parfois sont dedans. Alors je vous laisse continuer. Donc je disais tantôt des personnes ayant des conduites additives, des personnes qui ont des antécédents de tentatives de suicide, des personnes qui vivent des situations pénibles, comme la rupture, comme je l'avais dit tout à l'heure, et puis des personnes qui sont venues vous parler et qui sont boycottées. Ces gens de personnes peuvent aller au suicide. Monsieur Marius Pecho, il faut comprendre que dans cette affaire de suicide, c'est toujours la situation pénible que la personne n'arrive pas à supporter qui pousse cette dernière à aller au suicide. Donc tout le monde peut se suicider. Tout le monde. Donc, il faut savoir comment traiter son conjoint, sa conjointe, son collaborateur, ne pas boycotter ceux qui se confient à vous. Parce que ce point-là, on le remarque très souvent. On voit une sœur qui se déplace et qui rend visite à son grand frère afin de partager quelque chose avec le grand frère. Le grand frère boycotte la sœur. Ça peut créer ce que vous appelez les troubles. Oui, le manteau. Pourquoi il s'est comporté ainsi? Pourquoi il m'a boycotté? Mais avant, il n'était pas comme ça. Qui allait lui parler mal de moi? Et moi, j'ai vécu une expérience particulière plutôt dans ce sillage. Il y a quelqu'un à qui je me confiais régulièrement. Un jour, je l'ai rendu, je suis allé le voir. J'étais encore très jeune dans ce moment-là. Et pour lui parler encore de ce que je traversais. Mais la personne faisait semblant de m'écouter. C'est-à-dire la personne ne me calculait pas. Elle était concentrée sur autre chose. Bon, je me suis dit certainement que c'est parce que cette personne est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Là, je vais attendre d'abord. Quand elle va finir, elle aura mon temps. Mais figurez-vous que lorsque la personne a fini, elle ne m'a pas du tout calculé. J'ai insisté pour parler à la personne, mais elle m'a boycotté. Et sur le chemin, je me posais plusieurs questions. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit de moi? Qui allait me saboter? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi c'est comme ça? Et ça m'a dérangé pendant des mois. Autre expérience que j'ai encore vécue, c'est que j'avais un grand frère aussi que je respectais beaucoup.
Et quand je vais chez lui, il a cette manière de m'accueillir, cette chaleur de m'accueillir. Et le jour-là, je suis allé voir le grand frère et j'ai senti que le grand frère n'était pas du tout dans sa peau. Bon, il ne m'a pas accueilli comme cela se doit. Donc, je me suis dit certainement que bon, il s'est réveillé, comme on le dit, c'est son mauvais jour. C'est son mauvais jour. Et bon, j'étais là. Quand un autre gars, une autre personne est arrivé, et le grand frère l'a accueilli avec chaleur, avec amour, et ça m'a traumatisé, cher ami Espoir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le voir plusieurs fois, à maintes reprises, pour savoir, je vous ai fait quoi? Mais jusqu'à l'heure où je vous parle là, pas de réponse. Voilà. Et il a fallu que j'ai fait un travail sur moi avant de pouvoir m'en sortir. Sinon, vraiment, ça va me créer d'autres problèmes. Mais figurez-vous que cela m'a créé, ça m'a donné de ce qu'on appelle palu. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça. Je suis tombé malade. Hein. J'étais tombé malade. Et j'ai drainé ça pendant un bon moment, 2 ou 3 semaines comme ça. Normal. C'est normal. Et c'est parce que vous êtes fort psychologiquement, vous êtes résilient. Sinon, et une personne qui vous est chère, parce que l'homme, nous sommes des êtres vivants. Et quand nous tenons à quelqu'un, on met la personne à une place primordiale dans notre vie. Ah oui. Et quand cette dernière nous déçoit un peu, la psychologie est touchée. Et on se dit, mais voilà, cette personne que moi je considère beaucoup, voilà ce qu'il me dit, et ce qu'elle me dit et autres. Voilà, si vous n'êtes pas fort psychologiquement et résilient, vous pouvez aller au suicide facilement. Et c'est pour ça que je disais que tout le monde peut se suicider. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais, monsieur Espoir, vous savez, j'ai remarqué aussi quelque chose. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui jouent avec des gens. C'est-à-dire, ils ne le font pas exprès. Je ne sais pas s'ils le font pour attirer l'attention, pour se faire désirer, pour se jouer le plus important, je ne sais pas. Il y a des gens, quand vous posez des questions en disant, mais je lui ai fait quoi? Pourquoi il m'a boycotté? Pourquoi il se comporte comme ça? Quand vous fouillez, vous rendez compte qu'en réalité, il n'y a rien. Maintenant, après, la personne revient vers vous pour dire, bon, en fait, c'est bon, j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire. Est-ce que c'est bon de se comporter ainsi? Ou bien la personne va te dire, mais à un moment donné, la personne va te dire, mais j'ai remarqué que tu ne t'as plus d'importance à mon égard. Et c'est pour ça que je me suis comporté comme ça, juste pour attirer toute ton énergie sur moi. Mais sans savoir qu'en le faisant ainsi, ça a des retombées négatives sur l'autre. Quel conseil on peut donner à ces gens de personnes? Voilà, c'est un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement, comme je le dis. Oui. Et ces gens de personnes, si vous fouillez bien dans sa vie, vous allez constater que la personne elle-même, là, elle a subi la même chose que vous. Et consciemment, bien consciemment, c'est ce qu'on appelle en psychologie et la projection. C'est un mécanisme de défense qu'on met en place consciemment ou bien inconsciemment pour se défendre. Maintenant, inconsciemment, il va vouloir se venger en griffe sur la personne qui lui avait fait ça en temps. Mais comme la personne n'est pas là, et que c'est vous qui êtes là, voilà, elle devait ça sur vous. Sur moi. Parce que sans le savoir. Maintenant, une autre hypothèse est que la personne peut être aussi d'une personnalité narcissique. Voilà les gens qui se gonflent, les gens qui se disent que voilà c'est eux. Et ils le font aussi inconsciemment. C'est dans leur nature. Mais comme vous venez de nous dire, c'est un comportement qui n'est pas bon à conseiller parce que ça peut détruire beaucoup de choses chez une personne qui a une psychologie très fragile. Voilà, c'est un peu ça. Alors, monsieur Espoir, quels sont souvent les outils, les outils que les personnes qui veulent se suicider utilisent? Voilà, il y a plusieurs moyens ou bien plusieurs outils. Voilà, se pendre. Voilà, mettre une corde. Et ça, on le voit souvent. Voilà, et aussi, c'est des faits réels que les gens essaient de nous montrer dans les films. Et même sur les réseaux sociaux, on le voit. Oui, on le voit. Se jeter dans le pu. Voilà, consommer des produits toxiques.
comme du poison. Et il y a aussi un outil qui est vraiment, un moyen qui est vraiment utilisé et dans les pays occidentaux, c'est-à-dire l'overdose volontaire. C'est-à-dire la personne prend une quantité excessive du médicament à la quantité normale prescrite par le médecin et puis meurt. Et il y a aussi le fait de se tirer une balle dans la tête et se jeter dans la mer. Et il y a aussi un moyen que j'ai appris il y a de cela un an. Et bon, c'est un peu traditionnel. Ils disent qu'il y a des bagues qu'on porte et puis même à l'empas. Oui. Ah bon? Oui, cette bague, on peut se suicider. Je ne sais pas si c'est vrai pas même. Donc voilà quelques moyens qui peuvent et par lesquels on peut prendre pour se suicider facilement. D'accord, d'accord. Monsieur Espoir, dites-moi, quelles sont les étapes au passage du suicide? Voilà, la première étape est les idées suicidaires. Les idées suicidaires. Les idées suicidaires. Ouais. Après l'intention suicidaire. Après la découverte des moyens et des outils à utiliser pour se suicider. Après le passage à l'acte. Voilà. Maintenant, si la personne meurt, ça se stoppe là. Oui. Mais quand la personne ne meurt pas, alors on peut l'amener à l'hôpital, voilà tout ça. Donc on parle de sortie de l'hôpital ou bien sortie du centre psychiatrique, du centre psychologique. D'accord. Et après la répétition, parce que la répétition comment? Oui, il est montré par les études psychologiques que si vous avez eu une tentative de suicide, c'est-à-dire quand la mort ne s'est pas produite, quand vous voulez vous suicider, la probabilité est très forte à 70% que la personne peut encore répéter, même si ce n'est pas le même acte, pour se suicider. Ah bon? Oui. À ce niveau, monsieur Espoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cela, pour empêcher tout ça? C'est-à-dire, je veux parler des solutions, en fait, pour pouvoir... Solutions concrètes. Oui, concrètes, pour empêcher cela. Parce qu'on le voit aujourd'hui, et surtout après les résultats des examens, on le voit sur les réseaux sociaux, on voit des filles, des jeunes garçons, des gens qui vont au suicide. On voit également des gens qui envoient des messages pour dire j'ai été abandonné par mon copain, je l'ai soutenu quand il était étudiant, mais il m'a abandonné après avoir décroché son premier travail. Il a trouvé une autre fille et c'est comme ça que je préfère aller au suicide. Et ces personnes écrivent des lettres, déposent sur le lit, déposent quelque part et puis se suicident. On voit même des gens qui vont surprendre leur chéri en plein acte sexuel avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se suicider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sensibiliser, pour empêcher les gens, pour aider les gens à ne plus se donner à ce comportement-là? Et voilà, comme je l'avais dit dans l'émission passée, la première des choses, il faut que la personne qui a ces idées suicidaires se confie, s'extériorise, parle. Et moi, j'ai fait un constat, monsieur Marius. J'ai constaté que nous, les Béninois, ce n'est pas que je nous stigmatise, et on a du mal à se confier. On aime souffrir en silence. Oui, monsieur Espoir, je ne sais pas que je vous arrache la parole, mais le problème aujourd'hui, c'est que quand vous allez chez quelqu'un sur qui vous avez confiance, à qui vous parlez, au lieu que cette personne, elle se tait, elle vous aide à trouver la solution, elle ménage tout ce que vous lui avez confié pour qu'on soit propagé dans le quartier. D'abord, la personne commence par parler de vous dans votre maison, au point où tout le monde maîtrise le sujet. Après ça, la personne sort, va dans le quartier, elle raconte, et c'est de bouche à l'oreille, vous êtes étonné que vous devenez populaire par rapport à un sujet que vous avez confié à quelqu'un. Donc, ces gens préfèrent rester silencieux. Même nous aussi, dans le coaching, on demande aux gens de ne pas aller s'exposer. Donc, du coup, c'est parce que les gens n'arrivent pas à garder les secrets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans une société où les gens n'arrivent pas à garder les secrets, comme je le disais, il faut toujours s'extérioriser, se confier à quelqu'un sur qui vous avez au moins une petite confiance, une personne bienveillante. Mais comment on peut savoir cette personne de ce soir? Comment on peut savoir que cette personne
est bienveillante? Comment on peut savoir que cette personne est mature? Comment on peut savoir que cette personne a reçu une très bonne éducation? Comment on peut le savoir? C'est là le danger, c'est là le problème. Vous êtes d'accord avec moi que tous les Béninois ne sont pas des hypocrites? Voilà, pas que les Béninois, mais tout le monde ne sont pas. Voilà, tout le monde n'est pas. Comment on peut identifier le bon dans ce lot-là? Moi, je pense clairement que si vous êtes avec quelqu'un, au moins, vous pouvez le connaître jusqu'à 50%. Jusqu'à ce que. Est-ce que le mieux, ce n'est pas aller vers vous, les psychologues? Le mieux, ce n'est pas aller vers ceux qui sont spécialisés dans le domaine, qui ont prêté serment à ne pas bavarder, à ne pas exposer les secrets des gens. C'est vrai. Oui. Cependant, beaucoup ne nous connaissent pas encore. Donc, la première des choses à faire, c'est de parler de ça à quelqu'un. D'accord. Parce que le danger est déjà là. Oui. Par exemple, moi, je suis par exemple à Calavi, quelqu'un qui est à Nuida et qui a des idées suicidaires. Le temps que moi, je vais prendre, quitter Calavi et venir voir cette personne. Je crois que si quelqu'un n'est pas là pour le maîtriser, il va passer à l'acte. Donc, il faut s'extérioriser, il faut en parler à quelqu'un. Maintenant, après ça, il faut renforcer aussi son lien social. Le monde nous impose. Vous ne pouvez plus vivre dans la solitude seul. La solitude aussi crée ça. Il faut renforcer son lien vraiment social. Il faut aussi participer aux groupes de parole qui sont vraiment thérapeutiques. Je donne un exemple. Nous sommes des gens qui vivent des situations pénibles. On peut se voir entre amis un jour comme ça et commencer par parler de nos cas. Et vous allez voir que dans ce groupe de parole, quand quelqu'un va parler de sa situation, vous allez vous rendre compte que, vraiment, ma situation, elle est petite. Et là, ça vous soulage. Ça vous soulage. Vous dites, mais bon, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que l'autre vit, c'est ça. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Vous voyez. Donc, après ça, il faut aussi vraiment traiter les troubles mentaux et les maladies psychiatriques. Si vous voyez que vraiment vous êtes dans ce lot-là. Après ça aussi, il faut aussi appliquer certaines techniques de relaxation pour se déstresser aussi. Et comme vous l'avez dit, il faut aussi consulter un psychologue comme moi, comme tout psychologue qui se trouve dans le monde entier, parce que c'est nous qui avons les techniques pour soigner ça. On a des tests psychométriques vraiment adaptés pour le cas de suicide, comment interroger la personne. Et laissez-moi vous dire que les personnes comme ça planifient tout. L'heure à laquelle ils vont se suicider, comment ils vont se suicider. C'est un travail qu'ils font. Et si vous constatez bien les lettres qu'ils écrivent, et puis ils laissent ces lettres aux personnes qui sont vraiment chères à eux, ils décrivent tout. Donc, ils passent le temps à analyser, tout. Voilà, c'est quelques solutions. Et je vais vous narrer une petite histoire. Allez-y. Et c'est une fille. D'accord. Voilà, qui veut passer son examen. Ok. Et en revisant cette leçon auprès de sa maman, elle n'arrivait pas à bien réviser ses leçons. Elle disait entre griffes des choses qui ne concordaient pas, mais qui ne sont pas compatibles à tout ce qui était écrit dans le cahier. Sa maman lui dit, ma fille, tu ne me ressembles pas, tu es nulle. C'est fini. Ça a résonné dans son psychisme humain. Et quand elle a déposé le cahier, elle a voulu se suicider. Parce que sa maman vient de dire qu'elle est nulle. Laissez-moi vous dire que les enfants, leur figure d'attachement sont les parents. Un enfant est tellement attaché à son parent. Et c'est pour cela que moi je dis que la parole a une puissance. La parole a une psychologie. Quand vous voulez parler à quelqu'un, réfléchissez plusieurs fois. Je vous donne encore un exemple. J'ai suivi un patient qui voulait faire un exposé.
Et au cours de l'exposé, il a reçu une flopée de critiques, de moqueries. L'enseignant qui était voilà, dans la salle, au lieu de recadrer ses camarades qui se moquaient de lui, c'est maintenant lui aussi, il se met dans la même danse que vous savez que cet enfant a commencé par faire de la grossophobie. La grossophobie, c'est une phobie qui vous empêche de vous exprimer en public. Vous allez voir des personnes qui n'arrivent pas à parler. Et ça, c'est peur, hein? C'est peur. Vous voyez ça? C'est pas la peur. C'est pas la peur, c'est différent de la peur. La peur, c'est une réaction normale du corps face à... La peur aussi, que ça. Oui, la peur, c'est que ça. Mais c'est que la grossophobie, vous allez voir même la personne en train de trembler. La personne tremble. Il y a l'attaque de panique qui vient en même temps. La personne tremble, n'arrive même pas à dire un mot. Elle pleure. Vous voyez ça passe. La personne se rappelle de tout ce qui a été dit dans le passé. Voilà. Il y a ça aussi qui passe. J'ai aussi suivi quelqu'un, une fille. La fille s'est fait violer. Vous savez que cette fille, d'abord, elle s'est dit que elle a commencé par stigmatiser les hommes, c'est-à-dire les hommes sont mauvais. Comme ça, tous les hommes sont comme ça. Et elle a commencé par... elle est devenue lesbienne. Lesbienne. Parce qu'elle se dit que l'acte sexuel, c'est un choc émotionnel. Donc, elle préfère aller vers une femme ne pas ressentir une douleur. Et après ça, donc le viol peut amener une fille rapidement. Parce que vous vous êtes fait violer. L'acte sexuel qui doit être doux devient douloureux. Vous imaginez se faire violer par 3 personnes. Et après cette histoire de lesbienne, bizarrement, ses parents découvrent qu'elle est lesbienne. Au lieu de l'accompagner, au lieu de se charger, elle a voulu se donner la mort. Donc voilà quelques exemples qui peuvent illustrer ce dont... Mais ça, j'ai une question, peut-être ça va me faire rire. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, la religion, c'est-à-dire il y a tellement d'églises un peu partout aujourd'hui, et puis quand on constate ce genre de choses, immédiatement, on pense au monde spirituel. On dit sûrement que c'est un membre de la famille, une tante, un oncle, quelqu'un en envoûtement, et conduit la personne dans une église, dans un camp de prière, pour enfermer la personne là. En tant que psychologue, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité de leur côté, qu'il doit y avoir aussi le côté spirituel dedans? Voilà, pour répondre à cette question... Je m'adresse à un spécialiste. Oui, il y a un spécialiste. Je dirais que les troubles mentaux, les maladies psychiques existent vraiment. Ça existe. Ça existe vraiment. La dépression, la schizophrénie, tout ça, ça existe. Est-ce qu'on peut envoûter quelqu'un pour ça? J'en viens là. Voilà. Ça existe. D'accord. Alors, ce que moi je dis souvent aux personnes, quand ça commence, la première des choses, c'est de s'approcher ou bien c'est de se tourner vers un spécialiste. Maintenant, quand vous vous tournez vers un spécialiste, parce que nous, dans notre domaine aussi, on a une limite. D'accord. Quand on fait jusqu'à un niveau donné, et que vous comprenez que ça, ce n'est pas un peu naturel. Ce n'est plus naturel. Alors, on vous dit, en tout cas, moi je le dis, parce que nous sommes voilà, en Afrique, moi je le dis, et il y a aussi une approche qui est vraiment, qui nous dit en psychologie, l'approche socio-culturelle. Ça ne va pas tourner vers vous, votre société, votre culture. D'accord. Alors sur ce point, je peux dire qu'on peut être envoûté, et ça se passe réellement. Et quand vous venez chez un spécialiste, il va tout faire, mais quand ça ne marche pas, il va vous orienter. Mais il faut d'abord aller chez un spécialiste. Et beaucoup vont dire que voilà, il n'est pas professionnel. Ce n'est pas ça. D'accord. Ce n'est pas ça. Parce que ça se passe vraiment et on envoûte quelqu'un. Et vous allez voir la personne qui va vous présenter les symptômes ou bien un tableau clinique d'une dépression. Vous allez voir la personne dans tous les états dépressifs. Mais quand vous commencez l'accompagnement psychologique,
vous commencez, vous allez comprendre que vraiment, ça dépasse votre compétence. Alors, appliquez l'approche socio-culturelle qui dit, allez, voilà. Merci beaucoup, cher ami Espoir, pour votre disponibilité. Hein. Ça fait plaisir de vous recevoir chaque fois ici. C'est moi qui vous remercie et je serai toujours présent quand vous allez me faire appel. Je voudrais aussi vous rappeler notre slogan préféré. Oui, il n'y a pas de santé sans mentale. J'ai bien gardé. Hein? Je veux que cela soit notre slogan de tous les jours. Quand un père se lève, il n'a qu'à être conscient qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Une mère se lève chaque matin, elle n'a qu'à être consciente qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Un enfant qui va à l'école n'a qu'à savoir qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Autour de nous, que l'environnement retient vraiment ce slogan-là. Je crois que cela va nous aider. Cela va vraiment améliorer beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, cher Amir Espoir. Merci. Psychologue spécialiste. Spécialiste en psychologie clinique et psychopathologie. Merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Portez-vous bien. LBD TV, vous savez. Bye bye.